Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes un homme de style au quotidien, qui en a eu plusieurs dans une BD belge, dont vous demeurez l'un des maîtres. C'est ainsi que vous êtes présent dans un numéro unique de Tintin, et pas seulement parce que moralement, vous n'aurez jamais 77 ans. Bonjour Dany. Bonjour. Alors, votre nom, on le connaît bien sûr, puisque vous avez fait des BD célèbres, Histoire sans héros, Olivier Rameau et quelques autres. On va parler de votre parcours, qui est un parcours dans la grande tradition de la BD belge, et ça à l'occasion de la sortie d'un numéro spécial de Tintin unique, et la sortie d'un album de Spirou, une aventure de Spirou que vous avez dessiné pour la première fois, Spirou et la Gorgone bleue. Voilà, ça c'est l'actualité, mais avant c'est le parcours dans les clés d'une vie, la tradition, et des dates ça va être long. Non, j'ai trouvé une date importante, le 6 octobre 1964, Dany. Ce jour-là, dans Tintin, il y a une nouvelle intitulée Ne bougeons plus, de 2 demi-pages, signée Michel Duzard et Dany Erretin, et ça c'est vous, c'est votre première apparition dans Tintin. C'est extraordinaire que vous ayez retrouvé ça. Je ne sais pas, on se vous voit, on se tutoie. On se vous voit à la radio. On se vous voit, oui, voilà. Ça a beaucoup plus de style. Mais c'est parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Exactement. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est la toute première illustration publiée dans Tintin et pratiquement d'ailleurs le premier dessin qui a été publié tout court. J'avais fait quelques histoires pour le journal Le Soir, mais dans le journal Tintin, c'est la première illustration. Magnifique d'avoir retrouvé ça. C'était quoi, Ne bougeons plus? C'était une sorte de western, c'était une sorte de vieux cow-boy fatigué comme ça qui attendait un peu que les choses se passent devant lui avant d'intervenir et de tout résoudre. Voilà. Et 10 numéros plus tard, il y avait un conte, Les Deux Sapins. Ça, je m'en souviens même plus. Avec Pierre Stepp. Ouais, c'est bien possible. Mais j'ai commencé comme ça, et comme beaucoup d'auteurs d'ailleurs, on ne commençait pas évidemment dans le journal par une série à suivre directement. On faisait les culs de lampe, quoi, comme on appelait ça. Voilà, on illustrait des contes, des courts récits d'une page, etc. Alors justement, on va en parler, Dany. D'abord, vous êtes né à la frontière de la Belgique, à Marche-en-Famenne, qui est au Luxembourg. Oui, c'est la province de Luxembourg. Hein, c'est en Belgique quand même. C'est pas dans le Grand-Duché du Luxembourg. En fait, il y a une étude comparant le niveau de qualité de vie dans diverses villes de Belgique, du Portugal, du Brésil et d'Italie. Eh bien, Marche-en-Famenne se classe première ville de Wallonie, 6e de Belgique. C'est vrai? Oui. Dans la qualité de la vie. Eh bien, je ne sais pas si j'y suis pour quelque chose, parce que j'y ai pratiquement pas habité, en fait. Mes parents ont déménagé très très vite après ma naissance, mais pas à cause de moi. Et surtout, la BD, ça a toujours été votre passion, le dessin. Ah, c'est vrai. Ma mère disait que je dessinais avant même de parler. Et elle n'allait pas ajouter, oui, mais t'as commencé à parler à 8 ans. Non. Franchement, j'ai toujours dessiné. J'ai toujours même rêvé de faire de la BD, mais je ne savais pas du tout comment on pouvait accéder à cette espèce d'Olympe inaccessible, justement. Voilà. Et donc, je dessinais comme ça, mais passionné de BD. J'étais un très grand lecteur de Spirou et de Tintin, évidemment. Et donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit, puisque ma mère était libraire. Donc j'avais accès à ces bouquins très facilement. Et d'ailleurs, je les lisais tellement qu'ils en devenaient invendables et ma mère a été obligée de me les offrir. Voilà, c'est un beau cadeau. Alors il se trouve que vous avez grandi avec Tintin, qui est né en 46 d'ailleurs, à 60 000 exemplaires. Et en fait, il est sorti en France en 48. Je ne sais pas si vous savez pourquoi. Parce qu'en France, Georges Dargaud, qui débutait, avait été résistant. Donc il avait des stocks de papier plus important que les autres, on a pu sortir Tintin. C'est ça. Ouais. Alors, vous rêvez de faire de la BD, vous connaissez personne, et puis vous commencez des études de publicité, Dany. Oui, parce que dans les écoles d'art, il n'y avait pas de section BD à l'époque. Donc moi j'ai choisi ce qui me permettait peut-être de gagner ma vie plus tard en dessinant quand même. C'était donc graphiste et technicien aussi en bande dessinée. Je suivais même des cours supplémentaires de rédactionnel, de rédaction. Et puis un jour il y a des travaux d'élèves et il y a un dessinateur Mittei qui arrive. Voilà, ça a été mon premier grand coup de chance. Et j'ai toujours eu de la chance dans la vie. Il y a eu comme ça des bombes. J'ai saisi les opportunités, mais c'était un coup de chance. Il vient voir une exposition de travaux d'élèves, il remarque les miens, mes travaux, et il avait besoin d'un assistant.
Et il me propose le poste, moi évidemment, mais je ne rêvais que de ça. Et donc j'ai accepté tout de suite. Et le deuxième coup de chance, c'est que lui-même était assistant de Tibet et de Greg. Et donc j'ai commencé mon parcours en faisant les décors de Rap sur le France, par exemple, signé Caméléon, etc. Et des histoires de Greg, essentiellement d'ailleurs les As qui paraissaient dans Pif. Oui, dans Vaillant. Vaillant qui était le journal de Pif. Vaillant. En fait, il s'appelait Vaillant ce jour-là parce que c'était les Cœurs Vaillants qui avaient inspiré ce titre et c'était le Parti communiste qui défendait ses idées à travers un journal. Alors que Cœurs Vaillants était catholique. Exactement. Ouais, c'est ça. Alors, il se trouve que Mittei, on le connaissait par une série qui s'appelle Indésirable désiré. Il a aussi été des pionniers des produits dérivés parce qu'il y avait une agence Publiard à Tintin qui faisait des premiers produits dérivés de l'histoire. Oui, tout à fait, c'est vrai. Sous forme d'affiches, de gadgets. Et puis, il introduisait, c'est-à-dire, il se servait des personnages de BD du journal Tintin pour faire la pub pour, je sais pas moi, pour des glaces, pour des tas de trucs comme ça, quoi. Et il a aussi dessiné les décors d'une histoire de Line, qui était l'hebdomadaire féminin de Tintin. Et cet hebdomadaire s'appelait Line parce que la marraine était Line Renaud. Ouais, vous avez une culture incroyable, mais je le savais déjà. Ouais, ça ne m'étonne pas de vous. Donc, vous commencez à dessiner des décors, ce qui est un immense travail pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça, Dany. Mais c'était passionnant. Dès le début, ce métier que je pratique depuis 250 ans a toujours été un plaisir. D'abord un plaisir. C'est vraiment le moteur principal de ce que je fais. C'est le bonheur de dessiner, le plaisir de dessiner. Et même à la limite de me mettre de prendre des risques, de me mettre en danger même en changeant de style, en changeant de série, etc. J'ai toujours fait ça et comme je n'ai jamais été pénalisé, je continue. Voilà, il faut surtout pas arrêter. Mais Dany, le grand public qui lit des BD ne sait pas que derrière les personnages, il y a des décors et que c'est un immense travail fait par d'autres que le dessinateur. Les décors ? Oui. Oui, certains. Surtout à l'époque, c'était beaucoup d'auteurs avaient des studios, ou en tout cas un ou deux assistants qui faisaient les décors, qui faisaient les couleurs, etc. Maintenant, la tendance est un petit peu inversée et beaucoup d'auteurs travaillent seuls. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à déléguer, alors que j'ai commencé, moi, comme assistant de Greg, de Tibet, de Mittei, évidemment. J'ai vraiment... Comme j'aime tout faire... je n'arrive pas à être satisfait de ce que font d'éventuels assistants. J'ai essayé pendant 1 an et demi, j'ai eu un assistant, c'était pas valorisant ni pour lui ni pour moi parce que je recommençais à peu près tout ce qu'il faisait, alors que c'était pas mal, mais j'avais envie de le faire à ma manière et donc voilà, maintenant je fais tout seul et je continue. J'aime ça vraiment. Et si je pouvais faire davantage d'écriture, d'ailleurs je le fais souvent avec plus ou moins l'accord spontané des scénaristes avec qui je travaille, mais je retravaille souvent le scénario aussi, le découpage en tout cas. Mais j'en reviens au décor, c'est beaucoup plus formateur qu'une école de travailler sur le terrain dans un studio pour un jeune dessinateur. Oui, bien sûr, c'est une école fantastique. Et Mittei et Greg et Tibet étaient de grands maîtres pour ça. C'est-à-dire qu'ils avaient une idée très précise de ce qu'il fallait comme atmosphère, comme ambiance, comme décor justement, qui convenait parfaitement au sujet. Mittei avait un problème, c'est qu'il n'avait pratiquement jamais quitté Cherat Hauteur à côté de Liège. Oui. Et donc, quand il devait dessiner Paris ou la Côte d'Azur, un truc comme ça, c'était parfois un peu schématique. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il y a des auteurs comme ça qui venaient en train. Paul Cuvelier, qui a créé Corentin, venait en train apporter ses planches au journal Tintin. Et un jour, il a dit, est-ce que je pourrais te rembourser les 3 francs de train que je prends pour apporter mes planches? C'était une autre époque. Il y a des tas d'anecdotes là-dessus. Hein. J'en ai un paquet aussi, mais on n'a pas le temps. Parce que c'est vrai que c'était une toute autre époque. On amenait les originaux, les planches. Hein. Il n'y avait évidemment pas d'ordinateur, de scan, etc. Donc on apportait les planches pour qu'elles soient à l'impression. Et on était payé en cash aussi. Et donc on venait chercher notre argent aussi, mais vraiment dans la poche. Quoi. Oui. C'est vraiment... ça ne rajeunit personne d'ailleurs, tout ce que je raconte là. Je sais pas, on pourrait peut-être passer à la suite. La suite, c'est justement quelqu'un qui a aussi beaucoup compté, parce que lui aussi avait un studio. Les Schtroumpfs de Peyo. C'est vrai que Peyo
a été l'un des premiers à avoir un studio. Oui, un fameux studio. Pas un des premiers. Hein. Je pense qu'il y avait des gens comme Hergé avait un studio. Oui, bien sûr, mais aussi Van der Seen, voilà. Oui. Ouais, voilà. Ils faisaient Bob et Bobette. Oui, Bob et Bobette. Et là, ils avaient jusqu'à 15-20 personnes qui travaillaient pour eux. C'est fou. Mais les Schtroumpfs, ce qu'on a toujours oublié, c'est que un jour, le PDG d'une grande maison de production américaine achète une poupée Schtroumpf, les Smurfs, à sa fille, qui ne le quitte pas. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de faire une série des Schtroumpfs à l'essai, sans imaginer ce que ça allait devenir. Ouais. Et c'est vrai que Peyo ça a été le succès extraordinaire. Et vous avez vécu cette époque-là, les débuts des Schtroumpfs? Oui, bien sûr. D'ailleurs, moi, j'en étais un peu triste parce que j'étais un fan absolu de Jean et Pirlouit. Oui. Et donc, les Schtroumpfs, au départ, n'étaient que des personnages secondaires d'une histoire de Jean et Pirlouit. Et quand le succès phénoménal de ces personnages est arrivé, Peyo, un peu à contre-cœur, parce que lui aussi adorait Jean et Pirlouit, ne s'est plus consacré qu'aux Schtroumpfs, et il a petit à petit abandonné Jean et Pirlouit. Moi, j'en étais un peu malheureux. Les Schtroumpfs, c'est fantastique, hein, mais c'est devenu autre chose, quoi. Voilà. Et puis la BD a évolué. On va en parler avec une autre date, le 23 février 1974. À tout de suite sur Sud Radio avec Dany. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dany. Nous évoquerons tout à l'heure le journal Tintin, le numéro exceptionnel, et puis en même temps Spirou et la Gorgone Bleue, un Spirou que vous avez dessiné sur un scénario de Yann. Et on en revient à votre parcours d'abord, avec une date importante, le 23 février 1974. Ce soir-là, vous êtes à la télévision sur FR3 pour dire tout le bien du premier festival d'Angoulême. C'est vrai. En fait, on avait été invité pour une journée avant. Il y a eu un Angoulême 0, hein, oui, avant le numéro 1, pour une journée BD comme ça, organisée par Francis Groux, qui était l'attaché culturel d'Angoulême et qui avait un fan de BD absolu et qui avait voulu faire une journée BD. Et le soir, on s'est retrouvés tous au resto, tous ceux qui étaient là, mais il y avait Giraud, entre autres, etc. Enfin, bon, moi j'étais avec Herman, on était d'ailleurs arrivés fort en retard, parce qu'on s'était gouré de train, enfin bref. Mais n'empêche que le soir, on bavarde. Et à l'époque, il y avait très très peu de festivals. Il y avait un festival en Italie qui n'était même pas ouvert au public, etc. Lucca. Il y avait, au Lucca. Il y avait presque rien. Et quelqu'un a lancé... Il y en a qui se sont attribués la paternité de l'idée, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Je vais dire que c'est collégial. On a dit, mais pourquoi on ferait pas un festival de BD à Angoulême? Et c'est parti de là. Et donc, l'année suivante, et d'ailleurs les 2 ou 3 ans qui ont suivi, j'ai dû en faire, on est à quel nombre de festivals? Je sais plus, une quarantaine? Oui, plus que ça. J'ai dû en faire 30, quoi. Oui. Voilà. Et donc, je suis Angoulême, j'y vais chaque année pratiquement. Et c'est un festival qui a permis à la BD de prendre un véritable essor. Parce qu'au départ, la BD, c'était pour les enfants. Moi, je me souviens d'Hergé disant un jour, je suis très étonné que les astronautes qui ont marché sur la Lune s'intéressent à mes albums. Oui, mais c'est vrai, bon, il y a un bon moment que ça a évolué. Il y a quand même très longtemps que maintenant on s'aperçoit que c'est un moyen d'expression, une littérature, n'ayons pas peur des mots, qui peut intéresser le plus grand nombre. En plus, il faut pas oublier que les tout jeunes lecteurs de l'époque ont maintenant un certain âge, comme certains auteurs, quoi. Oui. Et donc, mais en même temps, c'était la fête de la BD. Ça a mis la BD. C'est une fête extraordinaire. Ce qui a été le booster le plus percutant, ça a été la visite de Mitterrand. Quand il est venu, je ne sais plus, quelques années plus tard, et là on est passé de 50 000, ce qui est déjà énorme, à 200 000 visiteurs, quoi. Alors, il y a justement, j'en parlais, quelqu'un qui a beaucoup... Avec Jacques Lang. Avec Jacques Lang, oui. Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre vie et qui a été un de vos premiers directeurs artistiques, si j'ose dire. Écoutez sa voix. Il est le même, mais il a vieilli sans vieillir. Hergé. Car vous avez rencontré Hergé à vos tout débuts, Dany. L'anecdote, oui, mais je n'ai pas le temps de le raconter. Oh, si. Oui. Je vais présenter, j'étais chez Mittei, donc c'était vraiment tout au début, hein, c'était en 65, 66, quelque chose comme ça.
parce qu'il y avait eu le service militaire. Et donc, je vais présenter 4 pages, mes 4 premières pages de BD. J'avais fait des illustrations, comme vous le rappeliez tout à l'heure, et j'avais donc écrit ces 4 pages, et je vais les présenter, encouragé par Mitei, d'ailleurs, au rédacteur en chef de l'époque, et qui regardait ça, et qui dit, mais c'est très bien, mais d'ailleurs, écoutez, on va recevoir le directeur artistique, on va les lui montrer. Et je dis, mais qui c'est, je le connais pas, mais c'est Hergé. Liquéfié, j'étais liquéfié. Je dis, c'est pas possible, je vais pas rencontrer Hergé, pas Dieu, quoi, tu vois. Et je vois entrer Hergé dans le bureau, il dit bonjour, et salut, très très classe, incroyable, une classe incroyable, avec, je sais pas, la cravate club, le veston à écusson, etc. Enfin, une classe folle. Et il s'installe comme ça, il met une fesse sur la table, et il commence à regarder mes pages. Moi, je transpirais à grosses gouttes. Évidemment, il dit oui, c'est bien, oui, c'est pas mal. Évidemment, on sent l'influence de Franquin. C'est bien sûr un style beaucoup plus facile à imiter que le mien, mais et tout était comme ça. Et puis, déjà, j'étais un fan de Nana, et il y avait quelques jeunes personnes, jeunes filles, qui étaient dessinées dans ces 4 pages. Et moi, mon idole, à ce moment-là, ça l'est toujours, c'était Kiraz. Qu'on voyait dans les pages de Jour de France, à l'époque. Oui, parce que c'était le journal de ma mère, ouais. Et je découpais les pages des Parisiennes de Kiraz. Je me dis, personne, évidemment, dans la BD, ne connaît Kiraz, puisque c'était dans Jour de France. Et puis, Hergé arrive, ah oui, et vos jeunes femmes, là, c'est du Kiraz. Je dis, putain, il connaît Kiraz, je suis cuit, quoi. Il dit, bon, c'est pas mal, mais il faut travailler, etc. Puis, puis il est parti. Voilà. Alors, Philippard, donc, qui était l'adjoint du rédacteur en chef, il dit, écoutez, et il me rend pas les planches et il les met dans un tiroir. Et peu de temps après, Hergé, qui en avait un peu marre d'être directeur artistique, enfin, il se fait remplacer. Et c'est Greg qui devient rédacteur en chef. Or, entre-temps, moi, j'avais quitté Mitei après le service militaire et j'étais entré chez Greg. Et donc, il me propose d'entrer dans son studio, Greg. Et donc, je suis devenu l'assistant aussi de Greg. Et un peu plus tard, il avait chamboulé le journal, il avait ajouté des pages, etc. Il lui fallait du matériel. Et il me dit, en arrivant au studio, tiens, je vais publier 4 pages dans le prochain numéro. Et je dis, quelle page? J'ai trouvé ça dans vos bureaux, et il me montre, et c'était les planches qui avaient été refusées par Hergé. Voilà. C'est fou. Et Hergé, il faut savoir, s'il a été directeur artistique, c'est parce qu'il s'est plaint que le journal n'avait plus la qualité de ses débuts. Ouais. Il parlait du je m'en fichisme aigu des dessinateurs et des scénaristes. Et il trouvait qu'il sacrifiait la routine. Et pendant un an, il a dit, je suis volontaire pour reprendre en main le journal. Oui, c'est Raymond Leblanc qui lui a dit, puisque vous n'aimez pas, pourquoi vous ne seriez pas directeur artistique? Il a accepté, puis je crois que ça a cessé de l'amuser assez vite, d'ailleurs. Oui. Donc Greg a repris cette direction artistique, et Greg, qui a besoin de scénario, sort un jour de ses tiroirs une histoire qu'il vous confie, c'est Olivier Rameau. Oui, c'était étonnant, parce que moi, mon idole absolue, c'était le Gilles Jourdan à l'époque. C'est-à-dire, toujours maintenant encore, ça reste une de mes idoles, mais j'avais envie de faire une histoire humoristique, mais de gangster. Et puis Greg me propose une histoire de Ziroboudon, d'oiseaux rasibus, de tartes mal cuites, etc., dans un pays imaginaire, etc. C'était à 1000 lieues de ce que j'avais envie de faire. Mais j'étais séduit tout de suite. J'ai lu ça, c'est une mine d'or pour un dessinateur. Greg... scénariste s'est présenté l'histoire à lui-même, il se l'est accepté, et c'est parti comme ça. Encore une fois, la chance. Alors c'était Le Monde de Rêve Rose. Olivier Rameau est très connu, mais pour celles et ceux qui n'ont pas lu un seul des 12 albums, c'est un monde poétique et parallèle que vous avez complètement imaginé avec Olivier Rameau et que l'on tire d'elle. Oui, c'est ça. Ouais, c'est un monde fantaisiste. C'est la fantaisie, vraiment. Et ça, c'était nouveau dans la BD depuis Alice au Pays des Merveilles. C'est vrai. On a eu aussi, on avait un petit peu peur quand même que ça fonctionne pas, parce que c'était l'époque des super-héros, etc. Enfin, les gros balèzes, les gros bagarreurs, etc. Et nous, on s'amène avec cette histoire de un peu fleur bleue, quoi. Enfin, complètement fantaisiste, poétique. Et en fait, ça a pris tout de suite. Dès le premier référendum, parce qu'il y avait un référendum au journal Tintin à l'époque, on était 3 ou 4e sur 46, quoi. Donc c'était vraiment un succès. Voilà. Avec des histoires que vous découvriez toutes les semaines avant de les dessiner, parce que Greg ne fournissait pas une histoire de 44 planches. Il racontait le pitch, mais dans les grandes lignes. Oui. Et puis c'était vraiment au fur et à mesure. On savait pas où on allait. Enfin, je crois que lui le savait, je l'espère en tout cas. Mais nous, c'est vrai qu'on ne connaissait pas toute l'histoire. C'était
par lot de 4 ou 5 pages à la fois. Voilà. Et Jean-Michel Charlier faisait pareil d'ailleurs. Oui, toujours en retard. Toujours en retard dans ses scénarios. Donc il disait oui, mais tout est prêt. Et le soir, il se mettait devant sa machine à écrire et il tapait Blueberry, Le Démon des Caraïbes ou Les Chevaliers du Ciel. Mais Greg faisait pareil. Oui. Il avait une sorte de cerveau à tiroir comme ça. Il n'avait pas de notes. Moi, je l'ai vu. Je vous assure, il n'avait pas de notes. Il s'installait à sa machine à écrire. Il n'y avait pas d'ordi. C'était une machine à écrire. Et il tapait la page 9 et 10 de Bernard Prince. Et puis hop, il les donnait à Herman. Puis la page 14-16 d'Olivier Rameau, il me les donnait. Et puis Luc Orion, etc. Et il faisait ça comme ça. Et puis après, il se mettait à dessiner et il faisait Achille Talon. Alors, une puissance de travail phénoménale. Vous avez aussi beaucoup travaillé. Et je crois qu'il y a eu aussi un Alice au Pays des Merveilles en un mois pour un film distribué. On était 4 à le faire. Oui, oui, c'est vrai. C'était Raymond Leblanc qui avait donc le studio Belle Vision. Qui était aussi l'éditeur de Tintin. Oui, c'est ça. Et donc, il avait racheté les droits d'exploitation d'un film en live sur Alice au Pays des Merveilles, un film anglais, si je me souviens bien. Et pour le promouvoir, il avait eu l'idée de sortir une BD en même temps. Et donc, il demande à Greg, et Greg dit oui, d'accord, on peut le faire. Mais pour quand? C'est maintenant. Il sort le mois prochain. Et donc, en un mois, moi, j'ai fait Alice et les personnages humains de l'histoire. Dupas a fait tous les animaux, etc. Turc et De Groot ont fait les décors et le texte. Et c'est Marcy, mon épouse, qui a fait les couleurs. Et on a bouclé cet album en un mois. Voilà. Et il y a quand même une chose historique à signaler. Si on va à Bruxelles, rue du Chêne, au numéro 9, il y a une fresque d'Olivier Rameau. Elle est belle, hein? Ouais. Ouais, c'est magnifique. La consécration. On descend vers le Mannequin Peace. Oui. Voilà. Et donc, et c'était le pignon du dernier artificier de Bruxelles. Il ferait fortune en ce moment à Paris, donc on a décoré ce pignon avec un feu d'artifice. Voilà. Un feu d'artifice aussi de BD avec une autre date, le 20 novembre 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Dany. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, c'est de mon invité Dany, scénariste de bande dessinée, dessinateur, et puis nous parlons tout à l'heure de Tintin, le journal Tintin avec un numéro spécial unique, et de Spirou avec La Gorgone Bleue, votre nouvel album. Première fois que vous dessinez un Spirou, mais là on revient à une date importante, le 20 novembre 2019. C'est la sortie de l'intégrale en 500 pages d'une série qui s'appelle Ça vous intéresse, qui est une série plutôt coquine dans la BD. Et c'était nouveau ça aussi, Dany. C'était à quelle date dites-vous? 20 novembre 2019, l'intégrale. Depuis 10 ans, il y a eu des albums. Mais l'intégrale est sortie ce jour-là. Oui, et c'est un bel objet d'ailleurs. C'est un gros bouquin à couverture souple comme ça. Ça ne ressemble pas à un album de BD, mais tout y est. Il y a plus de 500 pages. Oui, c'est effectivement. Et ce sont des blagues coquines en BD, ce qui est quand même une nouveauté que vous avez inventé. Oui, ce qui est nouveau surtout parce que Reiser, Villemain, etc. avaient déjà exploité ce domaine-là, mais avec leur dessin-écriture. Moi, j'ai raconté ces blagues un peu lestes. Avec un style très franco-belge en fait, très BD classique quoi. Parce que je me suis aperçu que ces blagues racontées par mon ami, mon formidable ami Tibet, qui était le plus grand raconteur d'histoire que j'ai jamais connu. Il dépassait tous les professionnels de raconteurs d'histoire. C'était extraordinaire de l'entendre prendre des accents, etc., jouer tous les personnages comme un acteur. Il a été un dessinateur extraordinaire comme on le sait, mais ça aurait été aussi un acteur formidable s'il avait choisi cette voie-là. Et donc il racontait ça, et Dieu sait si on a passé des soirées, mais vous en savez quelque chose, puisque c'était votre ami à vous aussi. Et donc Dieu sait si on a passé des soirées mémorables, mais surtout à l'écouter raconter des histoires. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis rendu compte que ça avait le format d'une BD, d'un gag BD, d'un gag de Gaston, Boulébile, etc. Bon, mais évidemment, avec des jeunes filles plutôt déshabillées et des gags coquins, mais racontés à la manière avec le style franco-belge. Et je crois que c'est ça qui a fait, c'est un succès phénoménal, hein. Je crois qu'on a fait 6 ou 8 albums, enfin, ça dépend un peu parce qu'il y a eu tellement de rééditions différentes, etc. Mais ça s'est vendu comme des petits pains, qu'on en a vendu des camions. Hein. C'était plus de 100 000 en français
par titre. Oui, alors c'est une chose qu'on connaît mal aujourd'hui parce qu'on se raconte de moins en moins d'histoires drôles, mais à une époque... On n'ose plus. On n'ose plus. Il y avait des informateurs dont je faisais partie d'ailleurs pour Tibet, où on racontait des histoires, on se passait les histoires. Oui, bien sûr, mais tu en as raconté aussi. Oui, vous en avez raconté aussi. Oui, mais il se trouve que c'est une époque qu'on ne pourrait pas imaginer aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ça déclencherait l'opprobre de beaucoup de gens. C'est-à-dire que maintenant, il y a eu ce mouvement MeToo, etc., qui était parfaitement nécessaire, mais il y a des excès, comme dans toutes les révolutions. À un moment donné, il y a une période de terreur où il faut couper les têtes. Mais je pense qu'à un moment donné, quand il n'y a plus de tête à couper, il faut s'arrêter, quoi. Je veux dire, donc il faut revenir un peu à quelque chose de raisonnable. Et ce qui est dangereux maintenant, ce sont les interdits. Voilà, on peut plus rire de ça, on peut plus rire du tout. Et ça, c'est grave. Et ce qui est plus grave aussi, c'est de réécrire des livres, voire de brûler des livres. Les gens qui veulent faire ça sous prétexte qu'on ne peut plus dire ça, comme vous le disiez, devraient se souvenir qu'il n'y a que les dictatures qui brûlent des livres. Oui, et en plus, la gauloiserie, c'est quelque chose de français et même de belge. Qu'il faut revendiquer. Il faut... encore une fois, je revendique le droit de rire. On doit continuer à pouvoir rire, à s'amuser. Voilà. Mais c'est une période d'interdit par rapport à cette... Je sais bien qu'il y a eu des excès, mais il y en a dans l'autre sens aussi maintenant, et il continue à avoir les mêmes excès aussi. Les excès existeront toujours, mais de là à ne plus avoir que des interdits, la vie n'existe plus non plus. Alors, c'est un autre débat peut-être. Non, mais on est bien d'accord, d'autant plus que moi je me souviens d'une académie gauloise qui était présidée par un certain Vincent Dizon. Il remettait un prix chaque année à Montélimar et c'était 12 heures d'histoire drôle racontées par les membres. C'était fatigant à la fin. Et il y en avait de vertes et de pas mûres. Voilà. Alors, il y a aussi, vous avez fait, ça vous intéresse, Olivier Rameau, et une autre série qui est inspirée par un film. Le vol du Phénix. Car le vol du Phénix, c'est le point de départ de Histoire sans héros, scénarisé par Jean Van Damme. Oui, c'est vrai, mais il dit toujours que c'est pas ça qui l'a inspiré. Mais c'est vrai que il y a des analogies. Hein. C'est-à-dire c'est un crash d'avion, au lieu que ce soit dans le désert, c'est dans la jungle amazonienne. Hein, et ils s'en sortent par eux-mêmes, quoi. Ils reconstruisent quelque chose à partir des débris de ce qui existe et pour s'en échapper de cette jungle. Et donc, c'était un film de Robert Aldrich avec James Stewart au début, oui. Et c'est devenu une BD. Oui, ça ne plairait pas à Van Damme d'entendre ça, parce que lui dit que non, c'est qu'il y a une analogie, mais que ce n'est pas ça qui l'a inspiré. Voilà. Alors, il débutait à l'époque et vous vous retrouvez avec cette histoire. Oui, c'est-à-dire que Greg savait que j'avais envie, comme je vous le disais tout à l'heure, un de mes moteurs, c'est quelquefois de faire des expériences nouvelles, etc. Et donc, j'avais envie de dessiner autrement que d'une manière humoristique. Et donc, j'avais parlé à Greg de mon souci, de mon désir de faire une histoire réaliste. Et là, il me dit, j'ai peut-être quelque chose pour vous. Et il va dans son tiroir et il me sort un scénario. Tout écrit, c'était pas un synopsis, tout était écrit de quelqu'un qui n'était pas du tout connu, en tout cas du grand public, Jean Van Damme. Il se fait que moi je le connaissais, en fait. On était voisins. Et il aimait bien ce que je faisais. Et il avait, à un moment donné, pris des parts dans une boîte de nuit qui s'appelait le Bollux, je crois. Et il m'avait demandé de dessiner la fiche. La fiche, en fait, comment on appelle ça? Le logo, le logo de la boîte. Et c'était la tête de son chien. Et donc, le Bollux, qui s'appelait Bollux. Et donc, j'avais fait ça, donc je le connaissais. Et je lis le scénario que Greg me remet. Et je dis, mais je vais le faire. Hein. Alors, il appelle Jean, qui se souvenait de notre rencontre, et donc ça partit comme ça. Et là aussi, c'est encore un nouveau coup de chance, c'est de rencontrer Jean Van Damme qui m'a offert ce one shot, un des premiers one shot de BD, parce que les éditeurs savaient pas comment le vendre. D'ailleurs, c'était les séries qui fonctionnaient, etc. D'ailleurs, c'est Histoire sans héros. Et là, quand il a été publié, il y avait la page de garde qu'on trouvait dans tous les albums du Lombard. Retrouvez vos héros dans le journal Tintin. Voilà. Mais c'était effectivement les débuts de Jean Van Damme. On n'imaginait pas qu'il ferait
ferait une telle carrière à l'époque, Denis. Ben non, il était d'ailleurs toujours directeur chez Philips, Voilà. directeur commercial chez Philips. Alors, cette histoire sans héros, ça a été aussi un immense succès, parce que c'était Lost avant la lettre, finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là aussi, on a été rattrapé. Donc, on pourrait dire, même si Jean s'en défend, qu'il était inspiré d'un film, mais on en a fait un film qui était vachement inspiré de sa BD aussi, par la suite. Et d'ailleurs, il y a eu une suite 20 ans après. Ouais. C'est assez rare aussi, ce genre de choses. Oui, j'étais pas très chaud, moi, pour faire une suite. Je trouvais que cet album se suffisait à lui-même. Et puis, encore une fois, Jean ne m'a pas écouté. Il a écrit ça, il me l'a envoyé. Et là, ça m'a surpris. C'est-à-dire que de retrouver les personnes, parce qu'il a eu l'intelligence, comme c'est sa caractéristique, c'est l'intelligence surtout, l'amitié aussi. De reprendre les personnages et on les retrouve 20 ans plus tard. Et ils ont un parcours qui était insoupçonné. C'est-à-dire que moi, j'étais tout à fait étonné de voir ce qu'ils étaient devenus, ces personnages. J'avais même l'impression que Van Damme était étonné de ce qu'ils étaient devenus, alors qu'il a écrit ça. Donc ça m'a séduit. On a écrit 20 ans après, qui a été là aussi un succès phénoménal. On envisage une suite, donc 40 ans après, oui. Et ça se passerait dans un home pour personnes âgées, et on aurait la doc à portée de main, Jean et moi, puisqu'on serait pensionnaire de ce home. Oui, il y a encore quelques années à attendre. Et puis vous avez repris aussi d'autres séries, par exemple Bernard Prince, série connue. Oui, là aussi c'est une sorte de défi. C'est-à-dire Herman avait envie de travailler seul, de faire Jeremiah, et donc il avait envie d'arrêter Bernard Prince. Et il cherchait un repreneur. Et Greg dit, pourquoi vous ne le feriez pas? Et par défi, j'en ai parlé à Herman, il dit, mais ouais, vas-y. Et donc, voilà, montrer que moi aussi, je pouvais faire des personnages baraqués, etc., et qui vivaient des histoires, voilà, violentes. Mais c'est une reprise, c'est pas facile quand le personnage existe. Non, et reprendre un truc après Herman, en réaliste, franchement, je le déconseille à tout le monde, parce que il est tellement extraordinaire dans les trognes qu'il fait, dans les expressions. Il a un dessin d'une expressivité absolument fantastique, et aussi bien pour les décors que pour les personnages. Alors, c'est un auteur. Je sais pas, il y en a quelques-uns comme ça. François Bouc est comme ça aussi d'ailleurs. D'ailleurs, ils sont très copains. Ils sont admiratifs l'un de l'autre. Mais c'est extraordinaire des dessinateurs comme ça. Il y en a pas beaucoup. À propos de reprise, vous avez donc réalisé Spirou et la Gorgone Bleue qui sort chez Dupuis cette semaine aussi. Et là aussi, Spirou, c'est un personnage depuis 1938 qui a été repris par des dizaines de dessinateurs depuis Franquin. Et vous êtes l'un d'eux. Ben oui, un des derniers, effectivement. C'est-à-dire qu'il y avait cette série initiée par le directeur précédent. Et qu'on a appelé les Spirou faits par. Voilà, c'était un peu bizarre comme titre, mais il demandait à des gens qui étaient étrangers, même dont le style était étranger à celui de l'univers de Spirou, de reprendre le personnage et d'en faire un truc personnel. Voilà. Et donc ça a eu un succès. Comment dirais-je, de haut et de bas. Oui. Il y en a qui ont très bien marché, d'autres moins, etc. Celui d'Émile Bravo, par exemple, est un succès phénoménal. Et donc, moi, je suis un admirateur inconditionnel de Franquin. C'est mon idole absolue. Et donc, je ne voulais pas trop le trahir. Cela dit, je suis certain quand même que dès qu'on verra mon Spirou, on saura que c'est moi qui l'ai dessiné. Oui. Mais en même temps, il vient de Franquin. L'histoire est une histoire d'aventure aussi, alors qu'on en a fait d'autres choses entre-temps. C'est pas la reprise de Spirou, des aventures de Spirou. C'est un Spirou fait par... Et ce qui était amusant, c'est le scénario de Yann qui l'a inscrit dans l'actualité. C'est-à-dire que Spirou part en guerre contre la pollution, notamment la pollution plastique dans les océans, etc. L'ennemi, le mauvais de l'histoire, est un industriel qui vend des insecticides, des pesticides et des trucs comme ça. Enfin bon, il a tous les défauts. Il a la tête de Trump d'ailleurs. Et donc, on est en plein dans l'actualité. En plus, on est féministe, puisque ce sont les filles. Il y a Secotine qui mène la danse. Il y a Kay MacLeod. Yann, qui est un grand amateur de BD, connaissait un album que j'avais fait avec Greg d'ailleurs, qui s'appelait Jean Nuage et Kay MacLeod. Il la reprend comme personnage de la CIA. Et
Et il y a la Gorgone, qui est aussi... et les Gorgones, ce sont des filles aussi. Donc c'est vraiment les femmes qui mènent la danse dans cet album. Donc voilà, c'est un album féministe aussi. Voilà, et en même temps, vous renouvelez sans cesse, vous faites, alors que vous pourriez être à la retraite, Dany, ce sont de nouveaux défis que vous n'hésitez pas à prendre. Et il y en a d'autres qui arrivent, parce que je suis déjà sur les prochains, bien évidemment. C'est un scoop, mais je peux le dire puisque c'est signé, il va y avoir un nouvel Olivier Rameau. 17 ans, je crois, 16 ou 17 ans après le dernier, je vais refaire un Olivier Rameau, ce qui m'amuse beaucoup. J'ai une adaptation de romans policiers américains aussi. Oui. Enfin bref, mais je pense que si je n'avais pas de projet, et quand je n'aurai plus de projet, c'est que je serai mort. Je pense. Voilà. Et une chose étonnante aussi, et je me souviens très bien l'avoir vu, c'est à Shanghai, où vous avez réalisé un défi à l'exposition universelle. Oui, on a fait un concert dessiné. Oui, oui, tout à fait. Devant le pavillon belge, d'ailleurs, à l'exposition universelle de Shanghai, on était 4 dessinateurs. Il y avait Grenson, il y avait Franck P, si je me souviens bien, et j'ai oublié le quatrième. Enfin bref. Et donc, il y avait un orchestre et on accompagnait l'orchestre en faisant une fresque comme ça. Et on avait un public de Chinois, mais enthousiastes, qui dansait avec nous à la fin, etc. Bref, on a fait 4 représentations, dont une avec les Schtroumpfs d'ailleurs. Et ça a été un moment très agréable, je dirais très festif. Ça prouve que vous êtes toujours dans la note, puisqu'il y a eu un orchestre, Dany, et on va le démontrer à travers une autre date, le 8 septembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Dany. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Dany, nous parlons BD aujourd'hui. On a parlé d'Olivier Rameau, de Histoire sans héros, de toutes les séries que vous avez imaginées. Et puis vous êtes un dessinateur historique du journal Tintin. Et le 8 septembre 2023, c'est le retour du journal Tintin pour un numéro spécial pour les 77 ans du journal. Et c'est une aventure incroyable puisque je crois que tous les dessinateurs d'aujourd'hui ont voulu rendre hommage aux dessinateurs d'hier. Oui, c'est vrai. Il en reste tout de même quelques-uns. Je ne parle pas des éditions du Lombard, du journal Tintin. Oui. Donc c'est vrai que les dessinateurs du journal Tintin, à part ceux qui sont arrivés tout à fait à la fin du journal, et même là, il n'y en a plus tellement. Il y en a plus tellement. Et donc, on a voulu rendre hommage, c'est une initiative de Gauthier Van Merbeek, le directeur des éditions du Lombard. On a voulu rendre hommage à tous ces grands auteurs qui ont fait la gloire et les heures glorieuses du journal Tintin. Et donc, on nous a demandé de choisir un personnage et de l'interpréter à notre manière, voilà, tout en respectant le personnage principal. Certains, je crois, n'ont pas très bien compris puisqu'ils ont fait leur propre hommage à leur propre série. Mais moi, j'ai par amitié, en souvenir de ce formidable ami qui était Tibet, j'ai choisi Ricochet. Mais je me suis aperçu d'ailleurs récemment en feuilletant le MOOC, puisqu'il s'agit du nom de cet album spécial, enfin de cette revue album, que d'autres avaient choisi Ricochet aussi. Voilà, donc on est 3, je crois, à avoir choisi Ricochet. Et il le mérite bien. Oui, et moi je me souviens d'une planche inédite qui n'est jamais sortie, car pour faire une blague à l'éditeur, Ricochet avait dessiné une fausse planche de Ricochet, où il terminait avec un moment intime avec Nadine. Et il avait fait ça uniquement pour faire peur au l'éditeur. Ça c'était du Tibet tout craché. Voilà. Et il avait fait une autre chose dans ces jeunes années, il y avait des contrats à l'époque, ils étaient tapés à la machine, il avait rajouté une ligne que personne n'avait vue, l'éditeur s'engage à prêter à l'auteur sa femme pendant 24 heures, une fois par an. Et ça a été signé. On ne peut plus imaginer ce genre de choses aujourd'hui. Non, ça ne passerait plus là. Alors, ce journal Tintin, donc c'est un numéro spécial qui sort, ce qui est un événement parce qu'il n'y a pas eu de journal. C'est un gros truc, il fait 600 pages ou quelque chose comme ça. Non, mais c'est surtout un événement parce qu'il n'y a pas eu le journal Tintin depuis 1988. Oui. Il est mort de sa belle mort pour des raisons très complexes. Et c'est vrai que ça a été un monument pendant plus de 40 ans. Oui, bien sûr. Un tirage phénoménal, un succès phénoménal. Ouais. Et c'était très important pour les auteurs. Vous vous rendez compte,
Maintenant, un jeune auteur, enfin si je peux me faire une petite digression, un jeune auteur qui a envie de faire de la BD, tout de suite il doit présenter un scénario, une histoire, un album. Et donc c'est beaucoup plus difficile parce qu'un album, ça demande un investissement beaucoup plus lourd. Tandis que là, eh bien, si le rédacteur en chef était intéressé par le graphisme, etc., hop, il lui ouvrait une page ou deux dans le magazine. C'était un banc d'essai, en fait, aussi, pour de jeunes auteurs. Donc, c'était absolument... ça nous semblait, nous, indispensable. Et je crois que c'est un outil formidable pour lancer des carrières, etc., de travailler comme d'avoir le journal Tintin, Spirou, Pilote, etc. Et malheureusement, ces journaux ont disparu. Maintenant, il n'y a plus que les programmes albums, voilà, avec les risques que ça comporte. Alors qu'au début, dans les années 50, un album se tirait à 10 000 exemplaires. Le premier, je crois que c'était Le Secret de l'Espadon d'Edgar Jacobs. Et quand on vendait 10 000, on était content. Et les journaux se vendaient. Oui et non, parce que un peu après, quand moi je suis arrivé, les tirages étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Oui. Par contre, oui, c'est-à-dire que là, à 15 000 exemplaires vendus d'un album, vous vous disiez, il serait peut-être temps de penser à autre chose parce que ça ne décolle pas. Maintenant, 15 000 exemplaires, ils sabrent le champagne, quoi. Alors, le journal Tintin, il y a un slogan célèbre, c'est le journal des jeunes de 7 à 77 ans. Oui. Alors, j'ai plus le droit de le lire. Oui, mais vous avez à peine plus de 77 ans et finalement... Mais j'ai eu une sorte de contrat signé par Moulinsart, comme quoi j'avais encore le droit de le lire. Oui, car Tintin appartient à Moulinsart et le patron de Moulinsart, donc qui s'occupe des affaires d'Hergé, a accepté que ce numéro existe. Oui, c'est un événement. Et la couverture est un Hergé, est Tintin. C'est un événement, c'est une première. Ouais. Il faut savoir que ce slogan est né au cours d'une réunion. Il y a des dizaines de personnes autour de la table et c'est Karel van Meegelem, qui était à l'époque le rédacteur en chef de la version néerlandaise de Tintin, qui a lancé ça par hasard. Ah oui, je ne savais pas ça. Et on a retrouvé plus tard un dessin d'un spécial pack de 47 de 24 pages avec un dessin montrant un grand-père à la longue barbe blanche qui a un nouveau-né dans son berceau et il y a un journal où il y a écrit le journal des jeunes de 77 ans, un an avant. Oui. Et c'est vrai que ça a marqué l'histoire, ce slogan. Ouais. Raymond Leblanc était une sorte de visionnaire, quoi. Il avait vraiment vraiment envie. Il avait hérité d'un stock de papier, je crois que vous le racontiez tout à l'heure, et donc d'Argo aussi, mais Leblanc aussi. Hein. Et c'est dit pourquoi pas faire un album pour jeunes. Bien sûr, il y avait Spirou, mais qui avait été interrompu pendant la guerre, donc là c'était vraiment la libération. Hergé, qui avait eu quelques ennuis parce qu'il avait travaillé dans le journal qui était aux mains des Allemands à l'époque, avait peut-être besoin de se refaire une petite virginité. Donc voilà, il a appelé Tintin, etc. Ils sont partis comme ça. Et ça a été un succès phénoménal dès le début, avec un sens du marketing aussi. Raymond Leblanc était un homme d'affaires, un éditeur vraiment... qui avait des idées, quoi. Et Hergé avait accepté que ce journal porte ce titre parce que Raymond Leblanc l'avait aidé à être blanchi, à ne plus avoir d'ennuis après la guerre. Voilà. Des ennuis, enfin tout ça a été très compliqué à l'époque. Ouais, alors, oui. c'est quand même dans Tintin, et on le voit dans ce numéro spécial, qu'a démarré Michel Vaillant avec Jean Graton, qui a démarré aussi Modeste et Pompon avec Franquin. Oui, Franquin qui s'était disputé avec son éditeur, donc Dupuis, hein, et voilà, pour marquer le coup, pour dire qu'il n'était pas du tout d'accord avec je sais plus quoi, il est allé à la concurrence. Or, il y avait une sorte de pacte non écrit entre les deux, comme quand on ne se piquait pas des auteurs, quoi. Donc il l'a fait exprès pour embêter Dupuis, et puis ils se sont rabibochés, et malheureusement il a abandonné Modeste et Pompon, qui était une merveille, hein. C'était extraordinaire. Ah, c'était du Franquin pur et dur, et qui a été repris par Dino Atanasio, qui a créé Spaghetti avec Goscinny, car on a oublié que Goscinny allait une fois par mois à Bruxelles avec sa mère porter ses planches. Oui, tout à fait. Et Goscinny a fait des tas de scénarios comme ça pour Berck, pour Atanasio, pour d'autres, parce que il fallait bien vivre, quoi. Donc, et il voulait vivre de sa plume. C'était déjà un scénariste extraordinaire, mais encore assez méconnu. Hein, c'était avant Astérix, donc voilà, il a commencé comme ça, effectivement, avec Atanasio. Oui, et à l'époque, les scénaristes n'étaient pas signés dans le journal. Non. On savait même pas. On a su plus tard que c'était du Goscinny. Oui, c'est vrai. Vous l'avez rencontré, Goscinny ? J'ai eu cette chance incroyable grâce à Grec. Donc j'ai rencontré pour un tac au tac. D'ailleurs, j'ai reçu il y a pas tellement longtemps une version couleur de cette émission où je me suis retrouvé
avec, tenez-vous bien, Greg, donc qui était le scénariste, j'étais le dessinateur de Greg, et Goscinny qui était avec Uderzo. Donc il y avait Goscinny, Uderzo, Greg et moi. Cherchez l'erreur, quoi. Et c'est un des moments les plus angoissants peut-être de ma vie, mais en même temps un des plus merveilleux. Et depuis lors, parce que après l'émission, on va pas se quitter comme ça, Goscinny, etc. Je vous invite, on est allé au resto. Il y a d'ailleurs une anecdote, c'est-à-dire qu'on va d'abord prendre un verre chez Goscinny, et moi j'étais en veston tout de même, mais sans cravate. Il dit, là où on va, la cravate est obligatoire. Mais ça fait rien, me dit-il, je vais vous en prêter une. Et donc, on va dans son dressing, il ouvre son dressing, et il y avait 200 000 cravates, quoi. Et il dit, je vous conseille peut-être celle-là, étant persuadé que je n'allais pas la mettre, et il me sort une cravate d'un jaune vif avec un palmier vert et un soleil rouge. Et je dis, mais c'est celle-là que je vais mettre. Et à son étonnement, j'ai mis cette cravate pour aller je ne sais plus où, mais enfin c'était un restaurant étoilé, et j'ai gardé cette cravate toute la soirée. Et depuis lors, je crois que il y a eu un déclic, mais Goscinny n'a jamais cessé de me témoigner de l'amitié, ce dont j'étais très très fier. Par exemple, j'avais été malade à un moment donné, il avait eu le même problème un peu avant, et il m'appelait pour me demander comment j'allais, etc. Et on s'est revus plusieurs fois, avec vous d'ailleurs, chez sa veuve, qui était merveilleuse elle aussi. Et je suis très fier de ça. Et Uderzo m'a témoigné la même amitié. Donc vous vous rendez compte, j'étais copain avec Tibet, Uderzo et Goscinny. Bon. On peut faire plus mal, effectivement. Alors, en même temps que sort ce numéro du Journal Tintin, il y a une exposition au musée de la BD d'Angoulême pour 1 an, évoquant les éditions du Lombard, avec des planches originales, parce qu'aujourd'hui, on voit des planches circuler et être vendues à des milliers d'euros, ce qu'on n'imaginait pas voici quelques années. À l'époque, enfin, personne n'accordait de la valeur à ces planches. Le premier qui a accordé de la valeur à ces planches, c'est Hergé. Non, pas Hergé, c'est Blake et Mortimer, quoi. C'est Edgar Jacobs. Edgar Jacobs, et c'est avec lui qu'il y a eu les pires problèmes, parce que c'est le premier qui a eu l'idée de mettre des planches dans un coffre, mais de donner les clés à quelqu'un qui les a vendues. Enfin bon, voilà. Alors que c'était interdit de les vendre. Mais n'empêche que c'est vrai, ces planches, ces originaux, à l'époque, une petite anecdote très rapide, mais avec Tibet, on avait fait une expo et on avait obtenu l'autorisation de le faire dans un parking. Et donc, il y avait les piliers en béton, etc. Et donc, comment on n'avait pas le droit de faire des trous dans ces piliers, bien évidemment, on avait collé des originaux sur le béton. Et puis, tous les invités s'en vont, et à quelques copains, il fallait récupérer les originaux. Mais quelqu'un avait mis de la colle trop forte, ce qui fait qu'il n'est pas possible de les enlever, donc il a fallu les arracher, et on a détruit, mais c'était Tibet le premier qui disait allez-y, quoi. On a détruit une quinzaine de planches comme ça. Quand on pense à ce que ça vaut maintenant, c'est incroyable. Alors ce qu'il y a aussi à l'occasion de cette sortie du Journal Tintin, c'est un album qui reprend toutes les histoires, les courtes histoires qui sont passées en France de Tintin au Lombard, et puis la plus grande image du monde de Turc et de Groot. Ça aussi, c'est un événement. Oui, j'ai eu la chance de voir la semaine dernière un exemplaire de ce truc. Ça se déplie comme ça, mais il faut de la place, oui. Je vous assure. Ça fait je sais pas combien de mètres. En fait, c'était des planches qui paraissaient dans le journal en dernière page, et donc il fallait garder les pages et puis les monter, etc. Et ça fait une sorte de frise, la plus grande histoire du monde. Ouais. Voilà. Alors ce numéro rappelle effectivement des souvenirs, mais ça veut dire aussi que la relève de la BD belge, comme on disait, est peut-être assurée, Dany. Oh, je pense, il y a énormément de dessinateurs qui arrivent et qui, dès le premier album, ont un talent fou et une maîtrise même du dessin extraordinaire. Pas tous, on est bien d'accord. Mais je pense que moi en tout cas, quand j'ai commencé, les planches que j'ai proposées au début, elles seraient refusées maintenant. Elles n'ont pas le niveau. Vous voyez ? Or, ces jeunes dessinateurs-là, ils commencent avec un niveau de dessin
une qualité de dessin, de mise en page, de notion de l'écriture, etc., bien supérieure à ce que des auteurs comme moi avaient en commençant. Donc, donc la relève, elle est assurée, c'est certain. Voilà, elle est assurée, mais vous êtes encore là et j'espère pour longtemps. Il y a donc ce numéro spécial de Tintin qu'on peut découvrir partout et qui est un numéro unique, qui sera unique dans l'histoire. Un formidable objet, hein, c'est un collector, hein, il faut l'avoir. Hein. Voilà, et aussi c'est ce recueil d'histoires, les grandes histoires du journal Tintin qui paraît au Lombard et qui est le tome 2, et puis Spirou et la Gorgone Bleue chez Dupuis. Ah, ça c'est oui, c'est l'immanquable aussi. C'est le cas de le dire puisqu'il est prépublié dans l'immanquable. Voilà, et ben, ça fait beaucoup de choses en attendant la suite. Merci Nadine, ne changez surtout rien. Continuez comme ça, pour notre plaisir et pour votre bonheur. Merci à vous. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.